Merci Béatrice, merci Mireille et merci globalement à l'école de Chaillot pour l'organisation de ces journées fascinantes sur cette thématique architecture du XXe siècle notamment. Et puis aux enjeux de la ville durable. Alors ma mission aujourd'hui, je vais vous parler assez brièvement, c'est vraiment un propos plutôt introductif à celui de Benoît Carrier qui me succédera, qui a réalisé pour le compte du ministère de la Culture donc une étude, enfin 10 études très poussées sur de grands ensembles remarquables en France. Et donc on a divisé comme ça notre intervention en deux pour que je vous propose un peu, que je vous explique un peu le contexte dans lequel ça a été fait et comment le ministère a envisagé et puis piloté cette étude, dans quel contexte ça a été fait. Et ensuite, Benoît Carrier vous parlera bien mieux que moi du détail un peu de ces 10 études pardon, qui sont en cours de publication en fait. Donc il y en a 3 qui ont été publiées aujourd'hui et on est actuellement en train de préparer les suivantes. Voilà. Alors ceci dit, je remercie aussi les 2 intervenants précédents qui ont très bien déjà posé le décor, donc j'aurais pas besoin de m'étaler davantage ou de vous convaincre, d'argumenter pour vous convaincre. Donc, pardon. La raison fondatrice vraiment de cette recherche qui a été pilotée par le ministère, c'est la tendance des politiques publiques de l'espace actuellement, donc tout ce qui est urbanisme, construction, logement, à tendre vers des objectifs de développement durable. Ça fait une quinzaine d'années que vraiment, de plus en plus, on voit ces objectifs, on l'a très bien vu, depuis la grande échelle avec les grands ensembles, jusque dans les détails vraiment les plus fins avec les projets de restauration qu'on a vus précédemment, que ces thématiques-là que vous connaissez tous, donc les différents labels, les réglementations thermiques successives, les différentes incitations pour rénover les logements, les grands événements comme la COP21, et tout ce foisonnement de différents dispositifs, lois, mesures, etc. Alors on est tous d'accord sur les grands objectifs, je pense, côté des ministères en charge de l'urbanisme, du logement, de l'environnement et aussi de la culture, sur ces objectifs de renouvellement de la ville, indispensables. On a vu qu'en plus, sur le patrimoine du XXe, et notamment d'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une production assez énorme et donc un énorme parc, notamment de logements, à rénover. Donc un grand terrain de jeu, on va dire, pour les architectes. Et donc on essaye de tendre à construire une ville durable quand c'est une ville, quand ce sont des constructions neuves, et renouveler la ville de manière durable. Le problème éventuellement qu'on peut avoir, ou les questions qu'on se pose au ministère de la Culture en tout cas, c'est qu'on a parfois des objectifs difficilement conciliables en termes d'équilibre entre des objectifs parfois d'économie, de durabilité quand on parle de développement durable, d'autre part des objectifs comme on l'a vu notamment pour les politiques de rénovation urbaine. On essaye d'améliorer le quotidien des quartiers en difficulté, donc qui portent des objectifs de transformation assez radicale des lieux. Donc déjà, c'est pas facilement conciliable parfois ces deux tendances-là ensemble. Et en plus, quand on parle du patrimoine, qu'il soit protégé ou simplement du patrimoine plus ordinaire, on va dire, de l'existant simplement, là, on est facilement face à des contradictions ou en tout cas des difficultés dans les projets d'intervention sur lesquels sont sollicités les architectes. Et il y a en grosso modo 2 échelles qu'on peut identifier, celle du renouvellement urbain, donc plutôt à l'échelle du quartier, et puis un peu plus tard, celle plus détaillée, mais dont on a déjà vu des exemples aussi, de la rénovation énergétique, précisément à l'échelle du bâtiment plutôt, avec tous les détails techniques qu'on a déjà un peu évoqués. Donc vous connaissez par cœur, en plus on en a parlé depuis le début de la matinée, mais voilà quelques images de projets en renouvellement urbain, ici dans l'Essonne. Donc vous voyez en fond d'image à droite là, les grandes tours de Vigneux-sur-Seine qui sont en train d'être démolies actuellement. Et puis au pied des tours, les nouveaux immeubles qui sont construits à la place. Donc on est vraiment sur des transformations, on fait complètement table rase de ce qui existait, en tout cas dans ce cas-là. Ces projets, ils impliquent des transformations au niveau ici de l'architecture. On voit bien un peu vraiment la métamorphose de l'architecture de Dubuisson, ici à Villeneuve-la-Garenne, l'état actuel, et puis à droite la réhabilitation portée par Roland Castro. Et puis aussi à l'échelle de l'urbanisme et du paysage, qu'on a tendance parfois un peu à oublier, mais il y a vraiment différentes dimensions, et au-delà de l'architecture, le fonctionnement urbain, tout le tissu constitué ici à la Champleau-les-Vignes dans les Yvelines, qui est un quartier construit par Émile Aillot, la Noé. C'est assez célèbre, hein, c'est là où il y a les portraits de Rimbaud, Verlaine, etc. sur les pignons des murs. On voit très bien ici, avec une simple vue aérienne avant-après, la manière dont le projet de renouvellement urbain impacte l'urbanisme et le paysage.
Et voilà, là où on a un problème parfois, où là où on trouve que c'est délicat, c'est qu'au ministère de la Culture, au service de l'architecture, en tant que portant la qualité architecturale, et notamment sur ces architectures de la seconde moitié du XXe siècle, les grands ensembles qui sont particulièrement impactés par ces politiques, on en compte de nombreux qui sont tout à fait remarquables en France. Donc je ne vous fais pas le détail de tout ce que je vais vous montrer, mais simplement quelques images. Même Sarcelles, pour lequel on a parfois une image d'office un peu négative ou une connotation négative, on voit qu'il y a des qualités paysagères assez remarquables, des cœurs d'îlots très verts, des tas de choses intéressantes. Ça, c'est la Grande Borne à Grigny, d'Émile Aillot, dans un style tout à fait différent, mais également intéressant. Ou encore ici, un ensemble de Fernand Pouillon à Meudon. Alors là, on n'est pas tout à fait sur les mêmes problématiques, puisque c'est pas un grand quartier d'habitat social. Pouillon, il y a plusieurs ensembles comme ça en Île-de-France qui sont plutôt des grandes copropriétés, mais elles font face au même genre de questions, même si ce n'est pas sur le renouvellement urbain, c'est sur l'obligation d'un audit énergétique et de préconisation de travaux. Et donc toujours ces mêmes problématiques qu'on a déjà un peu évoquées, notamment de performance énergétique, d'isolation thermique par l'extérieur, de remplacement des menuiseries, donc qui vont également se poser sur tous ces ensembles. Alors après, le renouvellement urbain, il y a aussi des projets très qualitatifs. Je ne vous ferai pas le détail parce qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas l'objet maintenant, mais au moins vous avez quelques références. À Bayonne, par exemple, ce quartier des Hauts-de-Sainte-Croix qui a été réalisé par Breuer dans les années 60. Alors il y a une partie basse du quartier à gauche et puis à droite, vous voyez une espèce de grand serpentin qui est en hauteur. Ah oui, il y a la souris. Le projet de renouvellement urbain, il concerne surtout le serpentin que vous voyez là, sur l'image de droite. Parce qu'il y a eu une première rénovation dans les années 80 sur laquelle je ne m'étalerai pas, mais où on a ajouté des toits en pente et des entrées. Là, c'est la photo de droite qui n'existait pas au départ et c'est relativement discutable. Mais le projet en rue qui a été mené ces dernières années sur ce quartier a été porté très fortement par la collectivité, c'est un aspect important, mais du coup a été tout à fait remarquable puisqu'il s'est attaché très fort à conserver les qualités existantes, remettre en état et respecter au mieux à la fois les façades, les traitements soignés jusqu'au hall, traversant à l'intérieur, etc. Comme je disais, ça a été possible parce que ça a été porté par la collectivité de manière très volontaire dès le départ. Cet ensemble-là, il est labellisé patrimoine du XXe siècle par le ministère de la Culture et on est dans un de ces cas où ça a pu impulser un élan un peu positif et donc dès le départ, le projet de rénovation urbaine était envisagé comme un projet d'optimisation des qualités de l'existant. On n'est pas parti sur une connotation négative et un besoin de changement d'image qui passerait par des démolitions par exemple. Mais voilà, il y a des projets comme ça, et comme les courtilières, bien sûr, que Bruno Mongoli vous a présenté, donc je ne détaillerai pas non plus, mais il est très bien expliqué sur Aillot, les questions notamment qui portaient sur la réhabilitation énergétique ici par l'isolation par l'extérieur, avec un travail très spécifique et très soigné qui a été fait sur les façades. Alors justement, l'isolation thermique par l'extérieur, c'est un problème qu'on rencontre souvent, enfin en tout cas c'est une question qui va souvent ouvrir les débats quand on parle de transformer le patrimoine du XXe siècle. Et effectivement, l'isolation thermique par l'extérieur, elle pose la question non seulement des menuiseries, que Pierre-Antoine Gatier a très bien développé précédemment, mais aussi de l'aspect général de la façade. Alors du coup, je vais vous montrer un peu quelques références, alors soit de projets, soit d'études ou de recherches qui ont été menées sur ces questions-là. Là, par exemple, par rapport aux courtilières, où l'architecture d'Aillot, bien que courbe et donc présentant des difficultés, quand même se prêtait relativement bien à une isolation par l'extérieur, puisqu'on était sur des façades assez lisses avec très peu de modénature, donc c'était une question plus facile à traiter. Ici, à Villeurbanne, on est sur les gratte-ciel, donc ce sont en l'occurrence les deux tours à gauche là que vous voyez qui ont été isolés, mais il y a quand même des questions qui se posaient puisque le bailleur, ce sont des logements sociaux, le bailleur souhaitait réhabiliter pour baisser les charges des ménages, améliorer les performances. Et là, il y a une réflexion qui a été menée pour savoir comment on pouvait ou pas isoler par l'extérieur sans dénaturer l'architecture qui existait. Et donc là, alors simplement ici, ça a été un peu complexe. Tous les services locaux ont pas mal travaillé ensemble. Et en fait, là, vous voyez les 1, 2, 3 étapes pour l'isolation. En fait, en 1, en haut, sont l'état originel des fenêtres.
La deuxième partie, en fait, c'est les déplacements des menuiseries qui ont été remises au nu extérieur des façades et pour ensuite, en 3, venir apporter une isolation par l'extérieur. Ce qui fait qu'entre l'état originel et l'état rénové, on a non seulement isolé par l'extérieur et amélioré la performance, mais on n'a pas forcément changé l'aspect des façades, et notamment avec les jeux d'ombre et les questions d'épaisseur, où se trouve la menuiserie par rapport au nu de la façade, etc. Après, c'est un projet qui peut être discuté, mais en tout cas, il y a des tas de réflexions qui foisonnent en fait dans tous les sens aujourd'hui. Et puis après, il y a beaucoup d'études aussi, on va le voir. Ça, c'était juste pour signaler un réseau d'acteurs. Alors, je ne sais pas s'ils sont encore très actifs aujourd'hui en 2016, mais en tout cas, sur la question des gratte-ciels et bien d'autres, ils ont organisé des tas de journées d'échanges, d'études, de recherches sur ces questions-là, vraiment la rénovation, notamment thermique, du bâti du XXe siècle, et c'est assez intéressant. C'était porté par la région urbaine de Lyon, donc en Rhône-Alpes. Après, il y a aussi du côté des services de l'État, et là, du ministère du Logement et puis de l'Environnement aujourd'hui, le CEREMA, qui est un centre d'études qui fournit des études techniques pour les services des ministères, qui a précisément mené une étude sur les copropriétés normandes. Je crois qu'hier, vous avez parlé d'une étude sur le bâti ancien en Alsace. Alors là, c'est un peu l'équivalent, mais sur des copropriétés des 30 Glorieuses. Ils ont regardé aussi de manière assez poussée quelles pouvaient être les différentes typologies dans tout ce qui avait été produit en Normandie. Donc il y avait quand même des modèles qu'on peut retrouver par période, par caractéristiques architecturales, constructives. Et donc ils ont construit une étude très complète avec des fiches, avec les caractéristiques architecturales, constructives des bâtiments, leur comportement thermique. Et puis du coup, à partir de là, des préconisations de travaux, des comparaisons, si on isole par l'intérieur ou par l'extérieur, qu'est-ce que ça donne en termes de performance et du coup en termes d'économie pour les ménages, par exemple. Et donc là, on voit que même du côté du ministère du Logement et de l'Environnement, où parfois, nous, du côté de la culture, on a tendance à penser qu'ils produisent beaucoup de normes et ne font pas toujours attention aux questions patrimoniales, comme nous, on les entend. Là, vraiment, il commence à y avoir même des données très intéressantes, chiffrées et précises, qui prennent aussi en compte les caractéristiques architecturales de différents types d'habitats. Celle-ci aussi a été présentée. Bon, ben voilà, je me tais. Mais voilà, oui, ils font dans plein de régions. En plus, je pense entre l'Alsace sur le bâti ancien, la Normandie sur les copropriétés des 30 Glorieuses. Il y a plein de travaux en cours aussi. Évidemment, ça a été cité avant dans la matinée, mais l'étude qui a été menée par l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Là, en plus, il y a un contexte particulier. Cette cité du Lignon, cet ensemble, il est... alors, je ne sais pas le terme exact pour la Suisse, mais il est protégé au titre du patrimoine, là-bas. Et du coup, dès le départ, il y a la question de comment réhabiliter cette copropriété géante s'est posée avec beaucoup d'attention. Tout le monde y a porté beaucoup d'attention. Et du coup, l'Office du patrimoine et des sites de Genève a commandité au laboratoire de recherche de l'EPFL, le TSAM, celui qui travaille, donc Franz Graf, qui travaille sur les techniques de sauvegarde de l'architecture moderne, ont étudié très très en détail le comportement aussi thermique de tous ces bâtiments, leurs caractéristiques évidemment, quelles étaient leurs qualités, qu'est-ce qu'on souhaitait conserver. Et à partir de là, du coup, on fait des préconisations et des recherches très poussées jusqu'à faire des prototypes pour savoir comment on pouvait réhabiliter ces façades justement. Et puis, on a vu aussi une image dans la présentation précédente de ce projet d'Eliette Eleman qui a fait une superbe réhabilitation de la faisanderie à Fontainebleau. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous raconter le projet en détail, mais on était sur 4 barres de logement en lisière de la forêt de Fontainebleau, donc vraiment dans un site assez exceptionnel, avec ces balcons là qui donnaient directement sur la nature, et puis ces façades assez incroyables qui sont des panneaux de béton préfabriqués avec des silex. Alors qui posaient des problèmes, y compris de sécurité. Elles accrochent superbement la lumière, mais là, avec l'usure, les silex avaient tendance à se déchausser, donc on avait des vraies questions. Donc il y a eu toute une étude très poussée, y compris sur la solidité de la structure, qui n'a finalement pas eu besoin d'être renforcée, et aussi sur les questions d'isolation thermique avec de telles façades. C'est une isolation thermique par l'intérieur qui a été choisie, et ça a été possible parce qu'en fait les logements étaient suffisamment grands, notamment par rapport aux normes actuelles, pour ne pas perdre trop de surface à l'intérieur. Et donc une réhabilitation de 3 barres sur 4, la 4e ça a été carrément restructuré assez lourdement pour faire notamment des logements étudiants. Mais tout ça a été fait en étudiant de très près le dessin des nouvelles menuiseries qui est conforme à celui qui est d'origine. Les garde-corps également ont pu être
refaits parce qu'ils étaient en très mauvais état, mais avec exactement le même dessin que ce qu'il y avait au départ. Donc c'est un projet assez exemplaire aussi par Elia Telemann. Donc voilà, pour en venir au vif du sujet, je vais très rapidement balayer un peu pour introduire l'intervention de Benoît Carrier, l'action un peu du ministère de la Culture, du coup, au vu de ces problématiques-là. Ce qu'on fait, nous, pour la reconnaissance et la valorisation de l'architecture du XXe siècle. Il y a en gros 3 grandes choses. C'est d'une part le label Patrimoine du XXe siècle, ensuite notre collaboration avec le ministère de la Ville et notamment l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, donc qui subventionne lourdement tous ces projets de renouvellement urbain qui parfois nous posent question, et puis une partie plutôt études, publications, et donc dont est issu ce travail et ces monographies. Alors le label 20e, vous avez même vu des images récentes du bilan. Effectivement, ça fait 15 ans à peu près qu'il a été créé. Donc j'ai pas encore de résultats à vous montrer, mais on travaille à faire un bilan et à sortir une petite publication pour un peu marquer le coup, puisque ça fait 15 ans que c'est en place en France, 25 ans que le Conseil de l'Europe avait initié un peu cette volonté de reconnaître l'architecture du XXe, et après les pays européens s'en sont emparés tous de manière un peu différente. Mais voilà, ça c'est une partie de l'action du ministère qui est plutôt sur le long terme et la sensibilisation, puisqu'évidemment on n'est pas sur une mesure de protection mais de reconnaissance, donc il n'y a aucune portée juridique avec le label. C'est simplement de la valorisation. C'est extrêmement important, mais c'est sur du long terme et ça n'a pas de contraintes juridiques lourdes. Donc s'il y a des projets de transformation conséquents, de dénaturation ou de démolition de bâtiments, c'est pas le fait d'avoir le label Patrimoine du XXe siècle qui peut l'empêcher. C'est juste un élément en plus. Après, du côté de la rénovation urbaine, alors l'Agence nationale a été créée en 2004, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'ils officient. Là, on en est à un moment charnière. Ils lancent un nouveau programme de renouvellement urbain, ça a été lancé l'année dernière à peu près. Donc ça fait 10 ans que l'agence s'est constituée, a dû déjà... On l'a vu au départ, était très axée sur des questions de démolition, faire table rase des quartiers pour donner des signes d'efficacité et de changement d'image importants des quartiers en difficulté. On a appris depuis 10 ans à les connaître et à travailler de mieux en mieux avec eux, j'espère. Donc là, on essaye, dans le cadre du nouveau programme, de vraiment resserrer les liens. Donc le ministère de la Culture, qui, du côté très administratif, fait partie du conseil d'administration de l'ANRU, a donc son mot à dire quand même sur ces politiques-là, en petite partie. On a travaillé avec eux pour un peu retravailler la manière dont ils préparent les projets. Et donc aujourd'hui, dans le nouveau programme de rénovation urbaine, un diagnostic architectural et des éléments de diagnostic architectural sont obligatoires avant de proposer un projet qui obtiendra des subventions. Donc avant de dire qu'on veut démolir les 3/4 des logements du quartier, les collectivités sont quand même obligées de présenter une étude un tout petit peu sérieuse pour motiver un peu leur choix de projet. C'est déjà une première étape qui est importante pour nous. Et après, au plan aussi un peu administratif, on travaille à actualiser une circulaire interministérielle. Il y en a une en 2006, et là on travaille à l'actualiser pour le nouveau programme, pour encadrer le travail des services et essayer de les motiver à bien collaborer, de renforcer leur association, notamment au niveau départemental, pour qu'ils travaillent bien ensemble. Et après, c'est le dernier volet expertise. C'est là que je vais laisser la parole à Benoît Carrier. On a mené une grande campagne d'études sur les grands ensembles depuis une dizaine d'années. Il y a eu un livre que vous connaissez peut-être sur les grands ensembles en 2011. Et aujourd'hui, donc depuis fin 2015, on sort au fur et à mesure ces 10 monographies sur 10 grands ensembles remarquables. Donc je vous passe, alors ça c'est le livre de 2011 qui sélectionnait 100 grands ensembles remarquables en France. Et ici, voilà les 3 premières monographies qui sont sorties. Alors après, je vous montre juste quelques images pour que vous voyez à quoi peut ressembler l'intérieur, mais Benoît en parlera mieux que moi, avec tout le contenu. Des images avant-après, des images d'archives, des dessins de conception, etc. Donc vous voyez ici Boulogne, qui est dans ce cas une copropriété privée et pas un quartier en difficulté de logement social, mais qui est aussi face à des problématiques similaires. Et la prochaine monographie qui devrait sortir cette année, c'est Marly-le-Roi, Les Grandes Terres, qui a été réalisée par Marcel Lotz dans les années 50. Voilà, juste pour terminer, on travaille beaucoup sur les questions du logement. Il n'y a pas que les grands ensembles, il y a aussi les lotissements, entre autres, bien sûr. C'est aussi une acception très large qu'on a prise pour ce terme, mais le ministère on est en train de boucler une grande étude sur les lotissements remarquables en France. Et il y a eu une exposition l'année dernière, là on est en train de travailler à terminer une publication qui, comme pour les grands ensembles, s'attache dans un premier temps, dans des buts de sensibilisation et de pédagogie, à sortir un bouquin grand public
qui montre un peu les qualités que peuvent avoir aussi les lotissements, en tout cas l'habitat individuel groupé, dans ses diverses formes. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la parole à Benoît pour vous détailler un peu les monographies sur les grands ensembles. Bien, je vais essayer d'être synthétique, c'est difficile. Alors, je voudrais tout d'abord vous présenter un petit peu succinctement la manière dont nous avons essayé d'organiser cette matière foisonnante et riche d'enseignements, que nous ont livré les enquêtes menées pour cette étude et la manière dont nous avons systématisé ces enquêtes pour obtenir une certaine homogénéité. Je crois que c'est assez important parce qu'il nous semble que ces études peuvent constituer un prototype largement perfectible et adaptable aux objets que l'on a étudiés, mais qui pourrait s'appliquer à toutes sortes d'ensembles de logements et qui constituerait un débouché tout à fait intéressant pour de jeunes architectes intéressés par le patrimoine. Je pense qu'il faut militer pour ces questions dans le cadre des opérations en rue, mais aussi dans le cadre des diagnostics thermiques des propriétés. Ensuite, pour s'inscrire plus spécifiquement dans la thématique de ces journées, je vous présenterai quelques exemples concrets concernant les problèmes de rénovation énergétique et les problèmes plus particulièrement liés aux façades et aux fenêtres. Et puis, peut-être c'est en conclusion, si vous avez des questions, ce sera peut-être le moment de tirer des conclusions, parce que je crois qu'on n'aura pas beaucoup le temps d'aller beaucoup plus loin. Voilà, d'abord un mot sur les objectifs et le cadre de cette commande. Donc il ne s'agissait ni de mener une étude théorique de type universitaire sur la question, ni d'études opérationnelles qui aborderaient des questions de choix de projet et de stratégie de projet, mais de créer un outil au service des agents au service des agents des services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire essentiellement les STAP, les conseillers pour l'architecture dans les DRAC, etc., pour leur permettre de réagir et d'avoir une espèce de ligne politique quand ils sont confrontés à des opérations qui menaceraient des ensembles de logements dont la valeur apparaît digne d'être protégée. Et également pour mener des actions préventives pour essayer de mettre en place une politique qui ne se réduise pas à un rôle de pompier. Voilà. Le cahier des charges qui nous était proposé prévoyait un certain nombre d'études de cas qui devaient nous amener à un savoir cumulatif. Et la constitution de ce savoir cumulatif repose sur le choix d'un corpus suffisamment varié et suffisamment homogène de manière à bien pouvoir faire des comparaisons de choses qui ont des points communs. Donc c'est le titre de l'étude l'annonce des ensembles de logements urbains, donc essentiellement collectifs, et l'arc chronologique des années 40-80 qui était défini, suffisamment varié, non pas Philippe Hénaud, donc qui est le chef du bureau de la qualité architecturale, enfin j'oublie toutes les directions et sous-directions, mais je pense que tout le monde le connaît, avait fait un choix extrêmement intelligent et raffiné de 10 opérations qui chacune présentait une originalité, non pas par un souci simplement d'originalité pour l'originalité, mais pour refléter la diversité de la production du logement durant cette période, une diversité qui certainement est une des caractéristiques de l'architecture du logement en France. Moi, je connais un peu le monde germanique et suisse. Je pense que c'est véritablement quelque chose d'exceptionnel dans le paysage de l'histoire de l'architecture mondiale. Alors,
Donc cette diversité déjà a l'avantage de mettre à mal la notion de grands ensembles, de grand ensemble qui dans l'esprit du public confond un peu tout dans une même image très dévalorisée, et a l'avantage de montrer toute la richesse donc recouvre ce patrimoine. Donc cette diversité tient tout d'abord à la taille des opérations. Vous les avez ici listées, qui vont de quelques dizaines de logements à Boussois à plusieurs milliers dans des opérations comme Marseille ou Bayonne, l'opération de Breuer. Elle tient aussi à leur position dans l'histoire du logement, dans l'histoire de l'architecture du logement en France. Un ensemble comme Boussois qui rentre vraiment dans l'histoire de la reconstruction et il est un héritier direct de toute une culture de la cité-jardin anglaise ou des Siedlungen germaniques, des Siedlungen rationalistes germaniques, et donc rattache véritablement cette architecture à ce courant. L'URSSAF, vous le savez, donc était un protagoniste important de cette architecture rationaliste dans l'entre-deux-guerres. À l'autre extrémité de cet arc temporel, l'opération de Jean Renaudy à Givors marque la fin de toute une période d'un urbanisme de bars, de tours, et l'aspiration à dépasser cet urbanisme de plan masse, en fait, qui à ce moment a été très critiqué. Tandis que les autres opérations, finalement, illustrent chacune avec des qualités spécifiques, plutôt précisément cette conception des ensembles de logements à partir de typologies bien consacrées. Une opération comme Marseille, quant à elle, qui s'est déroulée sur une très, très longue durée, finalement, dans sa réalisation, exprime très bien tous les revirements propres à la période. Cette diversité est également liée au statut juridique, au contexte économique et social dans lequel ces opérations sont menées. Certaines sont liées à la promotion privée, même à l'invention de la promotion privée. Évidemment, on pense tout de suite au Point du Jour où Pouillon, malgré les campagnes, était véritablement un inventeur de la promotion. Ça lui a coûté très très cher, mais il y a véritablement une très grande invention qui architecturale bien sûr, mais aussi dans le montage d'opérations. Mais on peut parler aussi de Marie Leroy, dont l'histoire, effectivement, marque toutes les péripéties de cette invention de la promotion privée en France. Parallèlement, une opération comme les Bas-Coudray à Sceaux apparaît comme une opération modèle menée par la Caisse des dépôts et consignations, donc par les pouvoirs publics, pour servir de prototype pour des opérations très ambitieuses menées par les collectivités publiques. Ces savoir-faire trouvent ensuite leur concrétisation dans les différentes opérations qui vont être menées par la suite. Jean Dubuisson est mené de très belles opérations de promotion privée. Et ensuite, que ce soit à Bayonne, Givors ou Forbach, on a de grands opérateurs publics qui vont mener des opérations tout à fait ambitieuses et de grande qualité. Le rôle des employeurs, qui était très important dans la production du logement avant-guerre avec les cités ouvrières, évidemment disparaît en tant que tel, mais reste très présent en réalité dans la demande de logement, dans des cas comme Boussois ou Givors, qui sont directement liés à la mise en place d'une politique d'industrialisation, pour les houillères dans un cas, pour les verreries dans l'autre. Diversité également des formes architecturales, qui est sans doute déterminée pour une part par ces différents facteurs qu'on a mentionnés, par d'autres, donc un certain déterminisme, mais aussi, c'est très important,
par la capacité d'invention et le talent des acteurs. Alors en premier lieu, les architectes, bien sûr, qui dans ces opérations sont toujours des architectes non seulement de grand renom, mais aussi de grande qualité. Et aussi d'autres acteurs, les maîtres d'ouvrage, les paysagistes, des hommes politiques qui se sont engagés pour mener à bien ces opérations souvent très audacieuses et innovantes. J'oublie un peu les ingénieurs aussi. Il y a souvent derrière ces réalisations non pas des prouesses techniques exhibées, mais des savoir-faire d'ingénieurs qui interviennent dans ces réalisations. Voilà, et donc ces architectes vont trouver véritablement dans la construction de masse qui se déroule durant cette période, et aussi devant l'esprit, disons, ouvert à l'innovation de cette période, un champ propice à cette recherche très inventive. Alors je dirais aussi diversité face à la situation présente, eu égard notamment aux politiques de rénovation énergétique. Certains ensembles font partie d'opérations de rénovation urbaine menées par l'ANRU. Certaines sont terminées, comme à Bayonne, d'autres démarrent, comme à Forbach. Donc, à chaque fois, c'est un épisode très important de ces ensembles qui s'ouvrent. Et puis, la question des diagnostics thermiques des copropriétés, là aussi, ouvre tout un champ très important actuellement à l'évolution de ces ensembles. Et puis, des politiques également, comme les appels d'offres menés par le PUCA, qui, on en verra un, font partie aussi de ces débats. Voilà. Et pour terminer, je dirais la diversité également dans la réception des habitants et d'un grand public. C'est un aspect extrêmement important. On a vu ces très belles restaurations de Monsieur Gattier tout à l'heure, qui portent pour beaucoup sur des objets, des édifices protégés, et où effectivement on a des marges de manœuvre que l'on a beaucoup moins dans ces ensembles de logements. La manière dont ces réalisations sont perçues par les habitants, par les hommes politiques locaux, la manière dont ils sont habités, etc., pèse d'un poids considérable. Et là, on verra qu'il y a des revirements. Par exemple, le cas de Bayonne, dont on parlait, enfin qu'on va revoir, mais je vais essayer de passer assez vite, est exemplaire à cet égard, puisque c'était un lieu très stigmatisé, dont la démolition avait même été envisagée, et puis, faute d'argent, je crois que l'impécuniosité est ce qui protège le mieux le patrimoine, a été finalement conservée, et parallèlement à la réhabilitation qui en a été faite, un énorme travail a été fait pour valoriser cet ensemble auprès des habitants, qui ne portent pas uniquement sur des publications, des brochures, etc., mais sur des efforts vraiment très intéressant de faire venir des jeunes ménages, de faire des logements témoins, d'implanter des nouveaux équipements urbains. Enfin, c'est vraiment tout à fait exemplaire à ce point de vue. Tandis qu'à l'inverse, eh bien, une opération comme celle de Boussois est extrêmement menacée, très dévalorisée par son bailleur, et c'est une véritable honte, parce que c'est une opération absolument, je trouve, superbe, et qui pourrait donner un résultat tout à fait magnifique. Je pense que s'il y a quelque chose qui devrait être classé, c'est celle-là, parce qu'elle en a besoin.
Voilà, un mot sur l'organisation du travail et la composition de l'équipe. Donc, le cahier des charges prévoyait un travail de recherche en archives enfin centralisées, l'IFA, les archives du monde du travail, les archives du ministère de l'équipement, et puis aux archives localement, dans les archives départementales, celles des bailleurs ou de chercheurs locaux. Il y a eu des études très bien faites là sur Bayonne déjà. Donc c'était un pan de la recherche. Un deuxième pan, c'était des relevés sur place, donc pour beaucoup photographiques, mais aussi des croquis, et qui permettaient de faire aussi des comparaisons instructives sur l'état avant-après. Et puis des entretiens ciblés avec des acteurs, notamment pour comprendre la position des bailleurs ou des copropriétaires, qui permettaient de mesurer vraiment la situation localement. Pour mener à bien ce travail, donc nous avons fait appel, quand je dis nous, je parle de moi-même en tant que mandataire commun, de Raphaël Labruni, donc qui est également titulaire de cette équipe, et puis Dominique Hernandez, paysagiste. Donc nous avons fait appel à un nombre assez important de chargés d'études, à peu près tous issus de l'école d'architecture de Versailles, dont certains sont aujourd'hui doctorants. Je crois que j'ai aperçu Justine Bisserier, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Voilà, qui se sont engagés vraiment dans ce travail avec beaucoup d'ardeur. Et puis nous avons aussi constitué ce qu'on a appelé un comité scientifique, qui est issu un peu de mon passé un peu suisse, là. Donc on a demandé à Bruno Reichlin, notamment, qui dirige une étude, un travail tout à fait remarquable, qui pilote ce travail mené par les universités suisses, enfin l'école polytechnique de Zurich, l'école de Mendrisio et l'école de Genève, et l'école de Lausanne, pardon, le Polytechnicum de Lausanne. Une étude donc qui s'appelle Encyclopédie critique pour la restauration et la réutilisation de l'architecture du XXe siècle. Donc j'ai déjà dans mes rayons près d'1 mètre de publications absolument magnifiques. Et puis Franz Graf et Yvan Delemontet du TSAM, donc je pense que vous avez déjà dû voir, qui ont mené ce travail magnifique sur le Lignon, et beaucoup d'autres, donc qui ont cette connaissance du travail cumulatif et lié aux universités, aux écoles, qui permet véritablement je pense que c'est essentiel de monter le niveau de compétence des architectes dans ce domaine. Donc ce comité, on l'a consulté à plusieurs reprises dans des moments critiques. Donc rapidement sur le déroulement de l'étude, avant de mener ces enquêtes, nous avons défini un certain nombre de thèmes. Je crois que j'ai voilà. Qui ont structuré un peu ces enquêtes, et dans un premier temps, ça a été un peu... il y a eu des hésitations, et nous avons, un peu à la demande, ça collait assez à la demande, de faire un certain nombre de fiches, type un peu les bonnes, les mauvaises pratiques, sur des thématiques, etc. Donc c'est illisible, mais c'est pas fait pour être lu, puisque... mais c'était pour montrer comment on essayait d'emblée d'atteindre à une espèce de synthèse par thème. Et puis très rapidement, il nous a paru que cette approche synthétique, bien sûr qu'elle a toujours des avantages, mais qui nous rappelait un peu, moi j'ai connu toutes ces études, les bons, les mauvais exemples, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça ne nous est pas apparu vraiment le bon système, surtout qu'on s'adressait à des gens qui ont qui sont tout à fait cultivés, etc., et qu'il fallait être peut-être plus subtil. Donc on a proposé au commanditaire, qui est tout à fait accepté, de se diriger vers une approche monographique, surtout parce qu'il nous semblait qu'on perdait d'une part beaucoup d'informations et beaucoup de sens. Beaucoup d'informations en sens qu'il y a toujours des choses qui nous paraissaient très importantes et qui ne rentraient pas dans ces cases, et puis de sens parce qu'en fait cette approche ne restituait pas
pas l'interaction des différents facteurs en isolant trop, en fait, justement, c'est des détails de chacune de ces opérations. Donc ça a été un revirement dans l'étude, je crois, tout à fait bénéfique. Avec l'avantage aussi que ça correspond tout à fait, dans notre esprit en tout cas, à une espèce de prototype de ce qu'on peut proposer en l'adaptant, comme je le disais, en quantité, à la qualité, etc., mais ce qu'on peut proposer à un maître d'ouvrage public ou à une copropriété soucieuse. Il y en a, on en a rencontré tout à fait, d'avoir une vision de l'avenir de leur patrimoine un peu déconnectée des coups de boutoir, des exigences réglementaires et des interventions en urgence sur le bâti. Alors, afin d'unifier néanmoins ces différentes monographies, puisqu'il y avait quand même, c'est un travail à plusieurs mains, nous avons, sur les conseils de notre comité scientifique, adopté une structure commune à toutes ces études, que ce soit dans le plan, dans les documents aussi, vous le verrez pas, mais il y a un gros travail de redessin, de manière à montrer ces choses de manière qu'on puisse les voir toujours un peu sous les mêmes angles. Et la structuration des monographies elles-mêmes a été faite en 3 chapitres. Un chapitre qui concerne l'histoire du projet, de sa réalisation, resitué dans le contexte historique et topographique, dans les contextes aussi de l'histoire de l'architecture et de la production des architectes qui en sont les auteurs. Ça nous paraissait très important de revendiquer par rapport à d'autres domaines de la culture, littérature, musique ou autre, cette caractéristique de l'architecture comme véritablement un élément de la culture de notre société et de ne pas réduire ça à des aspects purement techniques. Donc cette première partie est suivie ensuite d'une deuxième partie où nous avons traité de l'évolution du contexte urbanistique, de l'organisation administrative, souvent une fragmentation des ensembles de logements qui a des conséquences, des changements de statut juridique, des politiques d'entretien, etc. Donc tout ce qui est véritablement cette évolution institutionnelle des ensembles de logements. Et la troisième partie étant l'évolution de la matérialité des opérations, un sujet cher à nos collègues du TSAM. Donc véritablement une analyse de la matérialité soit le vieillissement, les transformations, les altérations diverses, mais aussi la nature exacte de la construction de ces ensembles. Donc ce qui concerne aussi bien les espaces extérieurs, les halls, les circulations à couvert, les logements, les façades, l'enveloppe, etc. Sur chacune de ces parties, nous avons énoncé un certain nombre de recommandations pour aller vers une gestion plus respectueuse de ces ensembles. Alors, donc tout ça a produit un pavé. Alors, je vous ai amené l'ensemble des études, si vous voulez le feuilleter après, mais qui correspondait pas vraiment, d'une part, au format d'une publication, et puis d'autre part, qui était peut-être sans doute un peu lourd, peut-être avec des redites et en tout cas une matière trop foisonnante pour une communication telle qu'elle était envisagée. Et là, Sophie Mas a fait un travail extraordinaire que nous n'avions pas le courage d'entamer, qui a été de faire ce travail de remise en forme des études pour parvenir à des documents un peu synthétiques qui permettent cette communication qui était attendue. Donc la structure a été légèrement revue en conservant le premier volet sur l'histoire des projets et l'histoire de leur réalisation, et en rassemblant dans un deuxième volet l'évolution de l'opération, mais en conservant à l'intérieur de ça la distinction. Et puis pour plus de clarté, et puis pour éviter là aussi des redites, les recommandations ont été rapportées à la fin des études.
Voilà, alors j'ai préparé, alors vous m'arrêterez parce que en fait là j'ai tiré de ces études quelques éléments qui ont trait plus spécifiquement à ces questions de rénovation énergétique. Si vraiment c'est trop long, vous pouvez m'arrêter, vous me le direz. Voilà, donc je vais passer assez vite sur cette magnifique opération de Boussois là, qui est constituée d'une partie d'une ville haute, c'est le terme une ville haute, avec ces grands bâtiments qui jouent avec le paysage depuis la vieille ville, c'est vu depuis la vieille ville, et puis comme Breuer l'a fait à Flaine dans ses stations de sport d'hiver, en fait un centre qui est en fait un centre de très peu dense avec les équipements. C'est une idée du reste, d'une manière générale, l'architecture des loisirs est un thème très important à cette époque et qui ne concerne pas uniquement les nombreux villages de vacances, stations de sport d'hiver, etc., mais en fait avec une certaine porosité qui va influer sur les réalisations de la période. Il y a pour beaucoup, il y a une espèce de vision un peu hédoniste du mode d'habiter. Voilà. Et puis donc sur la couronne en bas, des bâtiments plus bas, alors c'est une moitié constitue du logement collectif et l'autre moitié du logement locatif et l'autre moitié sont des copropriétés. Donc ce qui fait une espèce d'expérience in vivo là pour voir comment évolue un même bâtiment, c'est très intéressant en fonction du contexte juridique et on voit qu'il n'y a pas un déterminisme de l'architecture et que la manière dont ils évoluent dépend beaucoup de la manière dont on les fait évoluer. Un peu tautologique, mais voilà. Et au milieu, donc, le petit centre commercial, la bibliothèque, l'église, etc. Donc, le génie de Marcel Breuer, c'est cette espèce d'économie de moyens avec ces panneaux de façade qui déclinaient donc il y a une usine de préfabrication construite sur le site, vont permettre de réaliser l'ensemble du projet. Donc c'est la brique de base sur laquelle qui va influer énormément. Donc là, vous avez sur la gauche l'état d'origine du bâtiment, sur la droite, l'état rénové, tout à fait séduisant. Il y a eu il n'y a pas de miracle, il y a eu des études très poussées avec des gens très talentueux qui ont été faites, notamment Pierre-Antoine Gatti en parlait, un façadier, c'est des gens qui ont développé des compétences très particulières. Je pense que beaucoup d'architectes devraient s'intéresser à ce métier pour la réhabilitation, c'est extrêmement important. Et on proposait, alors vous voyez qu'avec ce panneau de base, en fait, par le jeu transparaît en fait dans ces jeux de décalage, en fait, l'organisation sur 2 niveaux des logements, puisqu'on a des coursives, un étage sur 3, et ce jeu de décalage n'est pas un pur jeu formel, mais correspond véritablement à une organisation interne de l'édifice. Donc le bâtiment a subi, comme ça c'est un sujet en soi, comme tous les bâtiments en béton apparent, le triste sort que connaissent tous ces bâtiments, à savoir que pour X raisons, le béton est considéré comme triste, vieillit mal. C'est vrai qu'il y a des photos de 10 ans après l'opération où l'édifice était quand même dans un très, très sale, mais enfin, c'est des choses qui peuvent se résoudre. Donc, il y avait eu, il faut dire, une première opération de peinture, donc qui rendait très difficile le retour aux matériaux d'origine. Et donc, il a été adopter un principe de blanchiment intégral de l'opération. Je dis intégral parce que les soubassements, je pense que je ne sais pas si j'ai mis une photo, mais tu en as montré une tout à l'heure, étaient conçus sur un principe
cher à l'architecture brutaliste de matériaux en naturel avec des galets puisés dans une ressource, un torrent local. Enfin, donc c'était quand même un très beau matériau. Il en reste quelques éléments, mais le choix a été fait de repasser une peinture époxy sur l'ensemble, qui d'ailleurs, curieusement, donne à l'ensemble parfois un aspect d'architecture métallique. C'est assez curieux. Donc ces espèces d'échanges entre matériaux. Voilà, vous voyez ici le parti pris de blanchir tous les bâtiments. On avait ici des celliers qui ont été transformés en commerce. Enfin, c'est une très grande réussite, là, ces rez-de-chaussée. Donc, ceci pour dire qu'on peut parfois avoir des regrets sur la restauration, mais ce sont des choix projectuels, et dans la matière, on n'est pas dans une restauration, on n'est pas toujours dans une restauration philologique telle que l'a pu, je trouve, à très juste titre, prôner Pierre-Antoine Gattier, mais il faut faire toujours un peu des compromis, et je trouve que le résultat est tout à fait convaincant. Les baies aussi, donc, ont fait l'objet d'un travail de conception très, très fin de ces volets en aluminium laqué, qui ont coûté très cher. Donc, maître d'ouvrage a accepté de s'engager sur des... Là aussi, je pense qu'il faut savoir où on met l'argent. Et le maître d'ouvrage, il y a eu un choix très intelligent de mettre vraiment l'argent sur cet élément qui avait l'avantage, d'une part, de résoudre un problème récurrent dans ces ensembles, qui est celui des fermetures. On parle souvent des menuiseries, mais souvent les fermetures sont beaucoup plus destructeurs que les menuiseries elles-mêmes. Et en l'occurrence, pour les menuiseries, le maître d'ouvrage a fait aussi appel à il y a des progrès, des menuiseries à ouvrant caché qui permettent de restituer assez bien la finesse des profilés d'origine. Voilà. Donc là, on a un exemple à gauche du travail sur les copropriétés, sur les logements locatifs, et à droite des copropriétés. Donc, j'insiste pas. Il y a une espèce d'éclectisme, c'est-à-dire à gauche, à la fois, on met un toit à la basque, et puis on met une petite touche de modernité. Enfin, il y a une espèce une confusion vraiment typique d'un éclectisme contemporain, quoi. Et puis à droite, on voit très bien que toutes ces copropriétés ont été gérées de manière beaucoup plus impécunieuse, et donc il y a eu cette peinture des bétons avec des peintures censées rappeler sans doute les enduits locaux, l'enduit Tompierre ou je sais pas quoi là, qu'on connaît tous. Mais par exemple, l'architecture des halls d'entrée, des entrées a été conservée. C'est magnifique, c'est cette maçonnerie de galets avec cette végétation de cactée que permet... Alors je vais aller, il faut que j'aille beaucoup plus vite, excusez-moi. Donc le point du jour, je ne vais pas vous parler du point du jour, mais simplement pour vous signaler, en fait peut-être sur cette photo, que cette architecture extrêmement robuste, qui est avec un marquage affirmé d'une ossature primaire ou secondaire dans le cas des façades arrière, avec un léger recul des façades, permet d'absorber des choses parfois qui sont tout à fait regrettables, mais qui finalement ne sont pas si visibles que ça, qui sont ces interventions sur les volets, qui dans d'autres contextes, on va le voir, peuvent être tout à fait catastrophiques. Voilà. Donc un peu comme l'architecture de Dubuisson, la force de cette architecture permet d'encaisser pas mal de choses. Des choses qui sont très importantes, ce sont par exemple la position de ces stores qui étaient initialement donc prévus sous je pense, Raphaël Labruni connaît très bien ça, me contredira pas, je pense, sous le bandeau. Donc le rapport entre le store, le bandeau, le garde-corps, etc., est quelque chose de tout à fait important sur ces façades. Quelques exemples de changements de menuiserie
il aurait fallu pas grand-chose pour que ça soit réussi, puisqu'il suffisait de reprendre exactement la géométrie, de peut-être, pourquoi pas, de conserver le type d'ouvrant. Donc les menuiseries sont originellement en acier. Bon, il y a là aussi, je pense que le travail avec les fabricants pour obtenir des profils suffisamment fins devrait quand même aboutir à des choses tout à fait acceptables. Et puis la question, alors on parle beaucoup des fenêtres, mais les pignons, les parties aveugles sont souvent extrêmement importantes et extrêmement vulnérables. Bon, là, on a des réparations faites au fil du temps avec des pierres qui ne sont pas également. Et bon, mais je dirais, c'est un peu le lot de toutes les architectures en pierre. Il faut l'accepter. Ça pourrait être mieux, mais la question qui va se poser, c'est dans les études actuelles de rénovation énergétique, c'est sans doute là que va se situer le gros problème. Bon, on le voit dans d'autres opérations, ces façades en pierre, c'est véritablement un gros problème, surtout dans les copropriétés. Voilà. Bon, cette petite opération de Boussois que je trouve vraiment très intéressante culturellement, qui a été massacrée par une première réhabilitation, donc il était envisagé une isolation par l'extérieur, mais là aussi, heureusement, pour des questions financières, ça n'a pas été fait, mais malgré tout, a été démoli. Alors on l'aperçoit un petit peu ici, toute une architecture de pergola, d'avant-toit en béton, etc., très fine, qui relie les différents bâtiments et qui est tout à fait caractéristique de l'architecture de Jean Lurçat, et curieusement remplacé par tout un tas de pièces rapportées tout à fait épouvantables. Voilà. Mais le pire n'est peut-être pas là. Le pire, il est dans cette question. Alors là, je vous montre la déclaration préalable pour la réhabilitation de cet ensemble. Donc on voit le souci qu'on a apporté à cette réhabilitation. Donc c'est un dossier de réhabilitation, quoi. C'est une autorisation administrative de travaux et qui a mené à ce résultat, c'est-à-dire à des... Alors heureusement, les cadres sont préservés parce qu'on n'a pas eu assez d'argent pour faire l'isolation, mais par contre, on a ces volets roulants qui vont à la fois détruire complètement l'architecture à l'extérieur et à l'intérieur, où on perd énormément en luminosité. Alors pour là où les bras vous en tombent, c'est que au moment de faire les travaux, l'entreprise s'est aperçue qu'en fait, il y avait des coffres de volets roulants dans les encadrements en béton. Voilà, donc toutes les menuiseries étaient produites et on a fait un avenant, des travaux supplémentaires pour boucher en béton les coffres de volets roulants et pour venir mettre ces coffres en sous-face. Donc là, c'est-à-dire on est dans le cas limite de l'absurdité et du scandale du manque d'études qui souvent préside à ces réhabilitations. Donc bien fait par un bureau d'études, il n'y a pas d'architecte, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, je ne sais pas si ça vous rassure. Voilà, donc l'opération de Givors, qui est, moi je trouve, la plus belle opération de Renaudie, qui marque donc la fin un peu de cette période. Juste pour dire que on en a parlé avec Serge Renaudie, vous parliez des ayants droit, etc. Serge Renaudie est très impliqué et je pense qu'effectivement, parce que les ayants droit ont des droits, donc c'est des acteurs de la protection qui ne faut pas du tout négliger, parce qu'on ne peut pas négliger le moindre atout. Et donc sur cette opération, finalement, c'est une opération qui abandonne la notion même de bâtiment. Il n'y a pas de barre, de tour, de plot, mais un principe d'assemblage basé sur une structure répétitive, et puis sur ces bandeaux de fenêtres. Donc lui-même nous disait, mais on peut très bien, si il s'avère qu'on a besoin de plus de lumière, modifier la part des parties pleines, des parties vitrées. Donc on est véritablement dans quelque chose qui autorise, pour peu qu'on ait compris la logique de cette architecture, des adaptations. Certains
certains logements, pour des raisons d'économie ou thermiques, ont été mal dotés, etc. Donc il y a tout à fait la possibilité d'intervenir. Par contre, c'est ce qu'on avait essayé de dessiner sur ce petit schéma, il y a la question toujours des occultants, qui souvent est vraiment très très importante, où on voit que des jalousies accordéon, enfin des volets accordéon finalement, ou des volets roulants, s'intègrent beaucoup mieux dans cette architecture, ou des volets coulissants, je veux dire, s'intègrent beaucoup mieux dans ce principe que des volets coulissants qui d'une part vont amener un coffre, d'autre part viennent amener des divisions horizontales tout à fait malheureuses. Bon, les résultats intérieurs, on a visité quelques logements, ça reste tout à fait magnifique. Ce détail technique, simplement pour vous, ça a été dit tout à l'heure, on n'a pas inventé les soucis d'isolation thermique. Tous ces architectes y pensaient. Dans cette architecture préfabriquée des bandeaux, vous avez incorporation de rupteurs de bond thermique. Je pense que même c'est une architecture extrêmement en avance, évidemment, sur la question de la végétalisation des toitures, où ici, il ne s'agit pas d'amener une couche de mousse, cette mousse qu'autrefois on essayait de retirer des toits. Aujourd'hui, on a décidé de la laisser, donc c'est peut-être très bien, mais là, c'est véritablement 30 à 40 cm de terre végétale et bon, il y a des images absolument stupéfiantes, mais outre cette question il y a la question de l'inertie thermique, pardon, là, qui est... Madame Wandera me fait des grands signes. Alors, je vais aller beaucoup plus vite, je vais essayer d'aller plus vite. Bon, le cas de Forbach, qui est, où vous voyez, bon, qui est une architecture extrêmement audacieuse dans les menuiseries, je vais vous montrer plus en détail, mais qui se prêtait assez bien à une isolation thermique par l'extérieur, pour peu qu'on veuille bien y faire un peu attention, ce qui n'a pas vraiment été le cas sur cet exemple où on est véritablement... Alors c'est des bâtiments courts pour des raisons de stabilité du sol, on est sur les mines, et avec ces séchoirs qui formaient des liens entre les bâtiments. Et bon, on a le marché, je ne sais pas qui a fait la maîtrise d'œuvre, mais on voit bien que par l'insertion de ce soubassement, de ce couronnement, etc., on rompt la volumétrie très épurée des plots, et puis alors surtout évidemment les angles arrondis ont été complètement gommés. Moi je suis absolument convaincu qu'avec un peu d'études et un peu d'argent, on peut très bien avec les matériaux isolants dont on dispose respecter ces questions. L'autre affaire, c'est la question des menuiseries qui, vous voyez, sont au nu extérieur de la façade, avec un travail sur les proportions, sur les ouvrants. Vous voyez ici le garde-corps intérieur, le garde-corps extérieur, l'ouvrant, le dormant, et puis le recours sur certaines fenêtres, comme ici, comme sur celle-ci, à des systèmes de menuiserie, de miroiterie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement audacieux, bon, qui certainement n'était pas possible de le retrouver intégralement, mais on voit que d'une part, les gens ont condamné les séchoirs et préfèrent mettre leur linge au... Donc je ne sais pas si on va vraiment vers un progrès là, et puis on voit qu'il n'y a même aucun souci de respecter les modénatures, les différences d'épaisseur de profil, etc. Bon, je passe plus rapidement. Il reste à réhabiliter donc les tours, et là je pense que ça va être un gros enjeu. Bon, je pense que c'est des bâtiments qui peuvent très bien être réhabilités par l'extérieur en gardant les qualités de cette architecture absolument magnifique. C'est du coffrage glissant, c'est-à-dire en fait c'est la technique pour construire les silos où les planchers sont montés après le mur, et ce qui permet de donner cette architecture, cette non-superposition des fenêtres et l'unité du mur. Enfin, c'est tout à fait magnifique. Et bon, simplement, effectivement, il faut trouver des solutions pour faire sur mesure ces isolants. Bon, je passe sur la polychromie d'origine fait par Fabio Reti
le gendre d'Ayo, qui avait eu la bonne idée de s'inspirer des couleurs de la mine, mais qui évidemment a été très rejeté par les habitants parce que c'était, avec la fermeture des houillères, c'était plutôt un mauvais souvenir qu'un bon. Et alors là aussi, on est toujours un peu dans le côté un peu saugrenu, où tout d'un coup on a ramené la polychromie des tours de Nanterre sur ces bâtiments. Avec aussi une fragmentation du grand ensemble, ce qui fait que chaque copropriété, chaque bailleur, etc., va suivre sa propre voie, qui est quelque chose de très, très néfaste. Bon. Dubuisson, ça c'est un exemple à Metz, les maisons qui font le tour de l'opération, qui sont quelque chose de tout à fait magnifique, c'est-à-dire que est prévu dans l'épaisseur, alors que très souvent, je vous parlais de ces volets rapportés, ici tout est prévu d'origine, le volet roulant, le rideau, le convecteur intégré dans le bas de la fenêtre, les haies en avant qui préservent l'intimité. Enfin, il y avait véritablement une intelligence. Et alors tout ça pour des maisons qui sont construites une par une sur un modèle défini par Jean Dubuisson avec un cahier des charges. Alors moi je pense que dans les écoles d'architecture, il faudrait arrêter de faire des cours de droit ou des ateliers d'écriture. Il suffirait de demander aux gens de rédiger un règlement de copropriété où tous les mots sont importants. Je trouve que ça serait un exercice magnifique. Et Jean Dubuisson rédige le règlement de copropriété où tout est prévu, qu'est-ce qu'on peut planter, le maintien des haies, etc. Et ça marche toujours. Voilà. Bon, s'il faut arrêter, vous m'arrêtez parce que je ne m'arrête pas. Bon, alors j'ai encore 5 minutes. Bon, je passe sur cette opération de Lille, là, qui est une copropriété absolument magnifique avec, bon, je vous le note, vous avez les refends qui se trouvent là, mais là, je parlais de l'intelligence des ingénieurs, vous avez un ingénieur qui va intervenir pour faire disparaître ce voile dans les loggias pour introduire une espèce de rythme très horizontal tout à fait réussi, donc pour incorporer les armatures dans les planchers. C'est extrêmement raffiné comme conception. Ces façades, elles sont très faciles à isoler. La seule chose, c'est que dans toute la mesure du possible, il faut vraiment conserver les menuiseries d'origine. Dubuisson dessinait en coupe tous les profils. Enfin, c'était vraiment... l'entreprise n'avait qu'à réaliser la menuiserie telle qu'elle était dessinée. La question est plus problématique sur les façades arrière, qui sont réalisées en pierre fournie par les carrières Pouillon, où là, la copropriété se pose beaucoup la question de l'isolation de ces allèges. Alors, soit dit en passant, le président du syndicat de copropriété recherche désespérément un architecte sensible à cette architecture et compétent pour apporter des réponses au niveau de celles que Pierre-Antoine Gatti a apportées, ou du moins dans cette idée, et il a du mal à les trouver, quoi. Donc je pense qu'il y a véritablement quelque chose à faire. Bon, cette opération de Sceaux qui est une opération qui a fait l'objet d'une opération en rue qui maintenant doit être à peu près terminée. Donc là, il faudra faire une mise à jour. Mais là, c'est une architecture qui peut paraître très simple, mais avec beaucoup de détails, de modénature, de qualité d'enduit, de qualité de matériaux, de faïence, de soubassement, comme des détails comme ça, qui font qu'il faut aborder ça avec un grand soin. Alors le maire de Sceaux, là, qui est président du CAUE, je crois, a fait très attention à conserver des qualités. Je pense qu'il faudrait qu'on complète l'étude là sur ce sujet-là. Bon, je vais passer sur Marseille, enfin très rapidement, mais qui est là, on a une multitude de statuts, ces petites maisons dans la Pinède, là, tout à fait magnifiques, qui sont un statut de copropriété, de propriété individuelle, des copropriétés avec ces deuxièmes tranches qui
pose tout le problème des parements en pierre, évidemment mal isolés dans ces ensembles. Et puis les dernières tranches, ces tours qui se situent sur l'arrière, où là l'isolation par l'extérieur pose beaucoup moins de problèmes, et le retrait très important des menuiseries dans les loggias, là aussi, fait quelque chose de beaucoup plus robuste et beaucoup plus sensible à ces interventions. Et puis je termine là sur les Grandes Terres, qui est alors là une véritable saga, une histoire qui contient en elle-même toutes les turbulences de l'histoire de l'architecture de l'après-guerre, avec les interventions de Candilis, des frères Arsène-Henri, de Neger, de Lotz. Enfin, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement riche, où on voit que donc cette architecture très répétitive s'accompagnait en même temps d'un souci de traitement des détails, du travail sur les corniches qui terminaient le toit. Donc là, dans la réfection des toitures, on s'est retrouvé avec un bandeau très peu gracieux. Le changement des menuiseries, donc comme ça a été dit, comme c'est des copropriétés, certains copropriétaires ont refusé le changement des menuiseries. Donc on voit le travail sur les proportions, sur l'intelligence d'usage, sur les ouvertures. Ça, je pense que c'était l'appartement que Huppé Lotz, où il a pu appliquer son idée d'épaisseur meublée des façades. Qui, je pense, serait une solution intelligente pour la rénovation énergétique. Et puis des choses toutes simples comme le travail sur la peinture qui permet d'affiner les proportions. Donc les menuiseries ont été changées dans les années 70 du vivant de Lotz par des menuiseries aluminium coulissantes. Donc moi, je pense que c'est une grande perte. Moi, je crois que, vous savez, ces architectes, ils ont été très stigmatisés aussi. Ils ont vécu la fin des années 70 avec des polémiques extrêmement rudes certains qu'on a connues. Et je pense que certains ont un peu baissé les bras. Et je pense que c'est pas parce que Lotz a laissé faire ça, ou même a été que c'est véritablement une intervention qu'il faudrait préserver. Je pense que c'est tout à fait raté. Et quand on dit aluminium, juste parce que cette idée, alors tant pis, je fais une dernière digression, on a parlé des menuiseries de Jean Dubuisson sur la Villa Savoie, mais quand on parle aluminium, on pense tout de suite profil extrudé, avec Tecnal ou je ne sais quoi, mais il faut regarder dans le détail. Il y a des progrès avec ces menuiseries à ouvrant caché, et puis ensuite sur l'aspect, les producteurs font des menuiseries bois qui ont l'air du métal qui a l'air de l'aluminium. Enfin, on ne sait plus où on en est, mais les menuiseries j'ai regardé attentivement les menuiseries de la Villa Savoie, c'est pas du tout du profil extrudé, c'est des assemblages, enfin en tout cas ce qu'on en voit, des assemblages assez curieux de plats, avec des assemblages qui rappellent plutôt de la menuiserie en bois. Je suis absolument convaincu qu'il y a une grande invention du Buisson, qui était un spécialiste de l'aluminium, en accord avec Le Corbusier pour inventer quelque chose d'assez unique, en fait. Voilà. Donc, ceci pour dire que la fenêtre, c'est quelque chose. C'est vrai que si on fait appel à une entreprise qui vous amène son modèle, on a ça, mais ça peut être beaucoup plus subtil. Perte de qualité d'usage aussi, puisque là, on voit que ces grands coulissants finalement interdisent de meubler tout le devant de la fenêtre, alors que le fait d'avoir un ouvrant, un fixe, finalement, est beaucoup plus utile. Les pignons, toujours très fragiles avec ce découpage en panneaux. Et je termine sur cet appel d'offres Pucaré 2. Donc c'est pas pour citer ce projet précis, mais quand même les effets assez terrifiques de certaines politiques qui amènent donc avec des idées de surélever tout ça, de réépaissir avec une logique infernale qui est de dire il faut mettre des ascenseurs, on ne peut les mettre qu'en façade, si on met des ascenseurs on peut surélever, etc. Le résultat est non seulement un massacre architectural, mais aussi un massacre du paysage de cet ensemble.
Alors, pour terminer sur une note d'optimisme, que vous disiez que le label 20e siècle ne constitue pas une protection, c'est vrai, mais le maire de Marly-le-Roi a pris une position publique contre ce projet et a argumenté sur le fait qu'il n'était pas possible de faire ça sur une opération labellisée 20e siècle. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas uniquement le couperet juridique, mais quand même, c'est des choses qui ont quand même un effet positif, voilà, pour rester un peu optimiste dans tout ça. Voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu long et